Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette session spéciale consacrée au choix de la matrice audio DSP. Alors je laisse la parole à Jacques qui va nous faire une présentation des gammes de produits. Et d'abord un petit sommaire peut-être, Jacques. Oui, bien sûr. D'abord, bonjour à tous, bonjour Vincent. Dans cette session, nous allons aborder effectivement, comme tu le disais Vincent, comment choisir sa matrice DSP, concentrée autour des marques QSC et LNNIF. Nous allons dans un premier temps passer en revue rapidement les différentes possibilités en termes d'entrée, sortie, traitement réseau offertes au sein des deux marques, les périphériques des deux marques associés aux matrices. Nous allons illustrer ensuite par quelques exemples pour lesquels les choix d'une matrice ont été bien déterminés. Et en finale, nous évoquerons une synthèse des critères de choix. Parfait. Donc, comme il y a un choix à faire, forcément, à un moment, il y a ce qu'on peut appeler l'angoisse au moment du choix. L'angoisse au moment du choix, elle est dictée par le fait que choisir la mauvaise matrice conduit au fait que ou bien ça ne fonctionnera pas, ou bien il faudra procéder à des remplacements structurels qui seront lourds, parce qu'il est plus difficile de remplacer une matrice une fois que tout est programmé, plutôt qu'un micro col de signe remplacer 40 cm par 30 cm, ça c'est simple. Bon, donc nous allons, dans un premier temps, comme je le disais tout de suite, avoir un coup d'œil rapide sur les entrées et sorties physiques, et ainsi que les capacités réseau offertes au sein des deux marques QSC et LNNIF. Tout d'abord, chez QSC, l'entrée de le plus petit processeur porte le nom de Nano, sachant que tous les processeurs sont dans la famille Core et sont suivis d'un suffixe. En l'occurrence, pour le plus petit, le Nano, il ne dispose d'aucune entrée ou sortie analogique, mais permet un traitement réseau de 64 canaux entrants et 64 canaux sortants. C'est un processeur qui fait 1 U et au format demi-rack. Le deuxième modèle de la gamme, qui est dans le même format, porte la référence 8 Flex. Il dispose de 8 flex, comme son nom l'indique. Un flex étant une entrée ou une sortie, sachant qu'on le configure à la programmation de la machine. Les 8 flex sont configurables individuellement, en entrée ou en sortie. Lorsqu'on les configure en entrée, ça peut être de l'entrée au niveau ligne, au niveau micro, avec ou sans alimentation fantôme. Et toujours cette possibilité de gestion de 64 canaux réseau entrants, 64 canaux réseau sortants. D'accord. Toujours dans le même format demi-rack 1U, nous avons le Core NV32H, qui lui dispose d'une entrée analogique et une sortie analogique, chacune d'elles au format Jack 3.5, et une capacité réseau 32-32. La particularité de ce processeur est d'intégrer la distribution de signaux HDMI 3 vers 2. C'est d'ailleurs le seul processeur dans l'ensemble de la gamme QSC qui permette une distribution HDMI directe. Ensuite, nous avons le Core 110F, qui lui dispose de 8 entrées, 8 sorties, et 8 flex, qui, je le répète, sont chacun configurables en entrée, en sortie, blablabla. Et une capacité réseau portée ici à 128 par 128. Modèle au-dessus, nous avons le Core 510i, qui lui est un châssis modulaire dans lequel on va pouvoir insérer les cartes en fonction des besoins. Ça peut être des cartes d'entrée, des cartes de sortie, cartes Dante, cartes téléphonie, enfin il y a plein de possibilités. On configure la machine de manière physique en fonction des besoins locaux, et parallèlement à ça, la machine permet le traitement de 512 canaux entrants réseau et 512 canaux sortants, ce qui commence déjà à être une belle machine. Et le processeur qui coiffe la gamme QSC porte la référence 5002. Lui ne dispose d'aucune entrée analogique, aucune sortie analogique, et ne peut pas non plus recevoir de carte. Il ne permet le traitement que via le réseau, à raison de 512 entrants par 512 sortants, mais avec une capacité très élevée.
Donc la gamme est un petit peu, on le voit là déjà, la gamme QSC est relativement large. Ce que tu me faisais remarquer tout à l'heure, Vincent, c'est que la philosophie du plus petit et la philosophie du plus évolué, c'est flagrant, plus gros, sont à l'identique. Pas d'entrée, pas de sortie, pas de carte et uniquement réseau. Chez Allen & Neath, nous avons le processeur d'entrée qui porte la référence AHM16, qui lui dispose de 8 entrées analogiques physiques et 8 sorties analogiques physiques, et une capacité totale de traitement 16 par 16, sachant que 16-16 inclut les 8-8 analogiques physiques sur la machine elle-même. Le modèle suivant porte la référence AHM32. Il dispose de 12 entrées analogiques, 12 sorties analogiques et une capacité de traitement 32 par 32. Le modèle AHM64, à l'identique du 32, dispose de 12 entrées physiques et 12 sorties physiques, mais a une capacité de traitement portée pour le coup à 64 par 64. Donc voilà, ça c'est un aperçu rapide mais complet de l'ensemble des processeurs de la gamme QSC et Allen & Neath. Les périphériques réseau. Alors chez QSC, on va trouver des caméras directement en réseau avec les processeurs. C'est la seule marque qui propose ça d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Mais tu me piques mon effet pour plus tard. Là. Ah, pardon. Enfin, on le refera. Bon, on le refera. Des caméras en réseau. Une passerelle audio et vidéo en vue de visioconférence via soft codec, puisque on récupère les signaux sur un seul USB. D'accord. On branche sur l'ordinateur et la visioconférence démarre directement. Nous avons des écrans tactiles dont les tailles s'échelonnent de 5 à 11 pouces. Ces écrans peuvent être ou muraux ou à poser sur table en fonction des accessoires sélectionnés. Le QSC met aussi à disposition des stations d'appel, murales ou de table, avec colle de cygne ou micro filaire. Une commande via bouton rotatif et petit écran LCD, c'est un bouton type push and turn. Voilà, on cherche la fonction et on procède au réglage, tout en ayant l'indication sur le petit écran LCD de ce qui est en train d'être fait. Des extensions entrée-sortie en réseau. Alors là, on en a toute une forêt, puisqu'on va de la petite boîte d'allumettes de in, de out, au châssis dans lequel on peut mettre des cartes qu'on configure en fonction des besoins, des plastrons muraux avec des entrées, des sorties, du Bluetooth. Tout, les possibilités sont quasiment infinies. Des amplificateurs en réseau, 4 ou 8 canaux. Et depuis peu de temps, des enceintes en réseau au sein de l'écosystème. Un modèle d'enceinte plafonnier en l'état actuel, un modèle d'enceinte à suspendre depuis le plafond et une barre de son. Tous ces éléments s'intègrent directement dans le réseau QSC. Chez Allen & Neath, nous allons retrouver des interfaces de commande. Pour la première, l'IP1 qui est sensiblement à l'identique de celle qu'on trouve chez QSC, à savoir un bouton rotatif push and turn avec un petit écran LCD, un panneau de table avec des soft keys et des boutons push and turn, et puis aussi un boîtier de table qui peut être encastré bien sûr, avec des faders rotatifs, pas des faders rotatifs, des faders linéaires motorisés. On a aussi deux interfaces tactiles, 7 pouces et 10 pouces, qui, à l'identique de chez QSC, peuvent être ou de table ou muraux. Aussi des extensions entrée-sortie. Il y a plein de possibilités, et on en a une là, c'est 24-12 ou 16-4, y compris à encastrer. Il y a de nombreuses possibilités chez Allen & Neath en ce qui concerne le déport d'entrée et ou sortie. Et on trouve aussi un boîtier GPIO déporté
depuis les matrices. D'accord. Alors merci beaucoup pour cette présentation de gamme assez détaillée et précise. Rapide, ça nous permet quand même de visualiser bien visualiser toutes les possibilités offertes par les deux marques. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on voit plus précisément des exemples un peu plus détaillés de systèmes pour lesquels le choix de la matrice a été déterminé en fonction des contraintes et des demandes du client. Et voilà, voir un petit peu comment on est arrivé à la solution la plus pertinente et quel choix de produit nous avons fait. D'accord. Alors, premier exemple, il s'agit d'une salle polyvalente au sein d'une municipalité dans le nord de la région parisienne. Les dimensions de la salle, pour se donner une idée, sont 23 mètres de profondeur, 15 mètres de large, avec une scène en bout de salle sur laquelle on peut voir la Panthère Rose, là, en l'état actuel, faire les 100 pas, attendant que ça commence. Cette salle a deux vocations. Une vocation de fonctionnement en autonomie, sans régisseur, et une vocation orientée spectacle, avec l'accueil de groupes musiciens qui viennent avec leur propre console, leur propre micro. Ingénieurs du son. Voilà. Mais en revanche, qui vont pouvoir se brancher sur toute la partie son existante. Voilà, tout à fait. Donc on a deux modes de fonctionnement, un mode autonome, sans régisseur, et un mode de fonctionnement type concert, avec régisseur type ingénieur du son occasionnel. Alors, en termes de sources, dans le cadre du fonctionnement autonome, on dispose, l'utilisateur a à disposition un lecteur multiformat, c'est un Denon DN300Z, qui reçoit ou bien du CD, ou de l'USB, du Bluetooth, enfin, il y a plein de possibilités. Un pupitre pourvu de 2 microphones colle de cygne, un ensemble de 4 microphones HF qui sont utilisables sur scène et en salle. Dans le cadre du fonctionnement autonome, on a toujours aussi cette possibilité de récupérer l'audio issu d'un signal HDMI. Ce signal peut être issu d'un ordinateur ou d'un lecteur Blu-ray ou autre, peu importe. Et parallèlement à ça, lorsqu'il y a des concerts, la scène est équipée à court et à jardin de 2 boîtiers préamplis microphone Focusrite MP8R qui vont recevoir les modulations des micros avec lesquels les groupes sont venus pour jouer sur scène. Sachant que la régie dans laquelle est installée la console avec laquelle le groupe va venir jouer, en fond de scène. Et va être, elle, en fond de salle. En fond de salle, en régie fond de salle, ou juste devant la porte d'entrée, là où j'ai pris la photo. Et pour récupérer les modulations des micros sur scène, on a disposé en fond de salle un Focusrite A16R MK2 qui dispose lui de 16 sorties, donc 8 entrées sur scène à court et 8 à jardin pour envoyer vers le fond de salle. À ce moment-là, ces sorties sont connectées en entrée de console. L'ingénieur du son fait son mix. Et en retour, on réinjecte le signal dans le A16R qui le renvoie dans le local technique. Bien sûr, cet écosystème Focusrite est en réseau. En termes de diffusion, la sonorisation en salle est assurée par un ensemble d'enceintes série CDD chez Martin Audio et des caissons SX, ainsi que des retours de scène qui sont mis à l'occasion. Il y a toute la connectique sur scène prévue pour ça. Les amplis étant de la série IK chez Martin Audio, ils sont sur le réseau AV en modulation Dante, tout à fait. Le processeur qui reçoit l'ensemble de toutes ces modulations analogiques et ou numériques est le AHM64 de chez Allen & Heath, pourvu d'une carte Dante.
Et le pilotage de l'ensemble du système est effectué grâce à une petite interface tactile qui, lorsqu'on utilise la salle en autonomie, on appuie sur le preset mode autonome, on a le choix, autonome ou concert, autonome, et à partir de là, on a les sources qui sont connectées directement sur la HM64 qui apparaissent à l'écran, et on peut gérer les différents niveaux de diffusion en salle. La raison pour laquelle le système a été conçu autour du AHM64 est que le client avait une exigence très marquée pour la qualité la plus élevée possible. Sachant que les convertisseurs de chez Focusrite travaillent à 96 kg, les amplificateurs IK travaillent eux aussi à une fréquence d'échantillonnage 96 kg. Il n'était pas souhaitable de limiter la fréquence d'échantillonnage à 48 kg, ce qui aurait été le cas avec un processeur QSC. Donc on a opté pour un processeur Allen & Eve qui, lui, a une fréquence d'échantillonnage à 96 kg. Donc l'ensemble de la chaîne audio est à 96 kg de fréquence d'échantillonnage. Très bonne qualité. Voilà, le maximum de qualité recherchée. Deuxième exemple. Alors le deuxième exemple, c'est une salle de réunion qui a aussi vocation à faire des conseils d'administration et aussi de la visioconférence. Au sein d'une banque, comme on peut le voir sur la petite illustration. La contrainte majeure, c'est quand même la taille de cette table qui semble quand même assez longue. Oui. Donc, elle reçoit 14 personnes par côté. Donc, ce qui veut dire, en préambule, que un locuteur à un bout de table se situe environ à 12 ou 13 mètres de l'auditeur le plus éloigné de sa position. Donc, naturellement, dans la salle, on ne s'entend pas. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, dans ce type de salle, on a tendance, de manière assez naturelle, à proposer ce qu'on appelle un système de conférence avec des postes pourvus chacun d'un haut-parleur, un bouton de prise de parole et un col de signe, que ce système soit sans fil ou soit filaire ou HF, peu importe. Mais là, pour des questions... C'est pas la solution retenue par le client. Non, pour des questions... conserver sa table... Pour des questions esthétiques, voilà. Le client souhaitait garder l'épure de la table sans que... boîtier disgracieux ou ce genre de choses. Boîtier disgracieux ou forêt de col de cygne. Le client souhaitait que la table reste la plus libre possible de toute forme d'équipement. Donc on a disposé sur la table en encastrement des micros MX395C de chez Shure, dont ne dépasse qu'une toute petite partie de gris visible, à côté desquels on a disposé des boutons de prise de parole MXA NMB de chez Shure, à raison de un bouton par personne. Le président ayant, lui, deux boutons, un bouton de prise de parole, comme tout le monde, et un bouton de priorité pour couper tous les autres et s'assurer que ce qu'il veut dire passe au-dessus de tout le monde. Les micros sont connectés en entrée de boîtiers qui sont sous la table, en l'occurrence des boîtiers QSC IO8 Flex. La salle reçoit aussi un ensemble de 3 caméras où je crois qu'une soucoupe volante est en train de passer. Bah oui, il s'est posé quelque part. Bon, la salle est équipée de 3 caméras, une en fond de salle pour les plans larges au-dessus de l'écran et 2 de part et d'autre pour la visée de face de chacune des 2 rangées de locuteurs, sachant que le positionnement, les presets de caméra sont conditionnés et rappelés à la prise de parole. Tous ces équipements sont en réseau avec un processeur Core 510 qui lui-même alimente un ensemble de plafonniers, en l'occurrence 8, 4 par rangée d'auditeurs, là pour le coup, vu que ce sont des enceintes. Sachant que nous avons matricé les canaux d'entrée micro vers les canaux de sortie
pour éviter que lorsqu'un locuteur a une position donnée à son micro ouvert, le haut-parleur qui est à proximité diffuse le son, ce qui n'a aucun intérêt parce que lui n'a pas besoin de s'entendre et son voisin l'entend tel que tu m'entends là, mais que ce soit les auditeurs situés à distance qui l'entendent. Donc on a procédé au matrissage de tous les canaux audio-micro entrants pour faire un mix assurant la diffusion en salle, le renforcement sonore en salle. Et parallèlement à ça, il y a un second mix qui, lui, est concentré vers la passerelle IO-USB pour envoi de la modulation audio captée en salle vers le site distant. Cette passerelle concentre aussi les flux vidéo issus des caméras, toujours pour envoi vers le distant via un simple USB. Le site distant revient via l'audio du site distant revient via ce même USB et est diffusé ensemble en salle dans l'ensemble des haut-parleurs. Le client a à disposition aussi un panneau tactile 5 pouces qui est en configuration table parce que le client souhaitait pouvoir gérer les niveaux de diffusion et aussi... la VoIP, je crois. La VoIP, tout à fait, puisque depuis ce panneau, vu que le processeur permet l'interfaçage directement en VoIP, depuis ce panneau tactile, le client peut procéder directement à la numérotation. Pardon ? Non, rien. Je revenais sur le choix de la matrice. Oui, j'allais venir. Oui, je sais. Pourquoi cette matrice ? Pourquoi cette matrice ? Alors, le choix est venu là de manière très simple et directe, dans la mesure où on a 28 micros, que le niveau d'exigence qualitatif client était très élevé, vu qu'il s'agit du boardroom, à proprement parler d'un organisme financier, et qu'on n'a pas... ni le droit à l'erreur, ni de lésiner sur quoi que ce soit, ou de faire l'impasse sur quoi que ce soit. Il était nécessaire et il a été envisagé directement de disposer d'un traitement anti-écho par microphone. Donc il fallait à minima 28 traitements AEC dans le processeur. Ce qui n'est pas un souci, puisque le Core 510 dispose de 64 traitements AEC. On aurait pu monter jusqu'à 64 micros dans la salle. On peut monter jusqu'à 64 micros dans la salle. Potentiellement. 28 a suffi. Le Core 110, en termes de configuration, aurait pu suffire pour les aspects vidéo, matrissage audio, du renforcement sonore local. Tout ça, le Core 110 suffisait parfaitement. Néanmoins, en termes de traitement AEC, le Core 110 était un petit peu trop court, puisqu'il dispose de 16 traitements AEC simultanés. D'accord. Donc on est parti naturellement sur un Core 510. L'exemple suivant... il y avait une question là-dessus. Alors peut-être si on a une question sur l'exemple précédent, peut-être revenir sur la question. Alors, j'ai une question, c'est comment s'effectue le switch de caméra IP ? Alors, comment s'effectue le switch de caméra ? Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'un locuteur appuie sur son bouton pour prendre la parole, l'information est utilisée à la fois pour l'audio, l'ouverture du micro à proprement parler, mais aussi rappelle un preset de caméra, un positionnement de caméra, qui lui est stocké dans le Core 510, préalablement programmé, prêt à la programmation. L'appui sur un bouton conditionne le positionnement de la caméra et l'ouverture du micro. Sachant que là, en l'occurrence, il a été demandé un mode de fonctionnement qu'on appelle FIFO, First In, First Out, c'est-à-dire que les gens qui sont autour de la table sont disciplinés, ne parlent pas à plusieurs en même temps et se laissent la parole à tour de rôle. Donc, s'il advenait que quelqu'un ayant appuyé sur son bouton de prise de parole oublie de l'éteindre,
le suivant fera en sorte, l'appui sur un autre bouton fera en sorte que le micro du précédent locuteur se ferme et que la caméra qui est destinée au locuteur qui a appuyé sur son bouton se tourne vers lui. On a aussi une petite programmation supplémentaire pour les caméras qui est que lorsqu'il y a des silences un petit peu trop longs, on revient en plan large parce que là on a considéré que c'était un locuteur qui avait laissé son micro ouvert mais qu'il ne se passait plus rien. Alors qu'il n'y a plus de son, on revient en plan large. D'autres questions? Non, c'était juste ça pour le... Parfait. Ok. Next. Alors, l'exemple suivant, Vincent. Alors, l'exemple suivant, c'est une salle de... c'est un théâtre qui avait décidé d'équiper ses loges d'un système de diffusion et surtout d'appel en loge. Afin que les artistes qui soient en loge puissent soit écouter le spectacle, soit être prévenus lors de leur passage sur scène. D'accord. Alors, là, en l'occurrence... il était demandé qu'on puisse, depuis 3 points différents au sein du théâtre, appeler les artistes individuellement ou plusieurs simultanément en loge. Donc on a disposé 3 pupitres qui permettent chacun d'appeler dans les 4 loges. Chacune des loges étant équipée de haut-parleurs plafonniers qui sont... Les pupitres d'appel sont en réseau. Les enceintes... notre alien poursuivi par la police. Il s'est posé, mais la police le poursuit. Bonne chance, la police. Parce que cet alien-là, il est un peu furieux quand même. Je ne sais pas si tu as vu le film. Il n'a pas fait de dégâts, là. Ouais, mais... Bon. Le réseau de plafonniers est alimenté par un amplificateur 4 canaux en 100 volts de chez Audac, ainsi que les plafonniers sont des Audac en l'occurrence. Les pupitres sont en réseau. Dans chacune des loges, l'artiste, via un petit plastron mural, peut choisir la source écoutée. Comme tu le disais, ça peut être ce qui se passe sur scène, mais on a aussi des radios qui sont disponibles. Un petit sélecteur de source et de volume. Sélecteur de source et réglage de volume. Les plastrons les petits panneaux de commande sont en réseau avec les pupitres et avec le processeur qui, là, en l'occurrence, est un QSC Core 8 Flex. La configuration est telle que un artiste qui aurait souhaité le silence absolu dans sa loge et aurait coupé toute forme de modulation, s'il est appelé depuis un pupitre dans la loge où il est appelé, le niveau revient de manière nominale à celui auquel il a été programmé dès l'installation du système, de telle sorte qu'on s'assure que tous les artistes les artistes qui sont en loge et appelés reçoivent l'appel. Reçoivent l'appel. Ouais, c'est la base. C'est la base. Et là, le processeur reçoit sur 4 des flex des modulations, donc il y a l'écoute de scène et puis il y a deux radios qui sont branchées. Plus d'autres sources éventuelles, étant donné qu'on a le flex. Et il y a 4 canaux flex qui sont configurés en sortie pour alimenter l'amplification qui lui-même alimente les haut-parleurs dans les loges. Il n'y a pas encore très très longtemps, ce type de système était basé sur une architecture avec bouton sélecteur volume, avec un relais qui était piloté par les pupitres d'appel. Et tout ça, ça faisait une filasse pas possible qui courait un peu partout avec des sources de panne quasiment infinies. Ça fonctionne, mais ça fonctionne et ça a fonctionné pendant un paquet d'années. Mais là, on est sur une architecture beaucoup plus fiable d'une part et plus simple, qui nécessite moins de temps de câblage et de préparation et de réalisation. Plus convivial aussi. L'exemple suivant... Alors l'exemple suivant, c'est un restaurant qui dispose de 2 salles, une salle restaurant dédiée pour la restauration et puis un autre espace dédié au karaoké. Et donc le souhait du restaurateur, c'était de pouvoir gérer ces 2 zones avec des volumes différents selon les situations, plutôt ambiance d'un côté et plutôt soutenu pour le karaoké. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Pour la partie karaoké, on a deux micros HF, des Shure bien sûr. Et puis pour la partie restaurant, source, musique d'ambiance, pour que les gens dînent un peu plus en paix qu'avec le karaoké. La diffusion est assurée dans l'espace karaoké par deux enceintes Vexo de chez Audac, couplées à un caisson de grave, lui aussi de chez Audac. Pour la partie restaurant, les enceintes, au nombre de 8, sont de la gamme ATO chez Audac, sur un réseau 100 volts. L'alimentation de l'ensemble de cette diffusion est assurée par un ampli Audac PMQ, série PMQ, qui intègre un DSP avec tous les traitements nécessaires, filtrage, égalisation, limiteur et autres. La particularité de cet ampli est de pouvoir être configuré sur chacune des sorties en mode basse impédance ou en mode 100 volts. Donc là, en l'occurrence, toute la partie karaoké en mode basse impédance et 100 volts pour la partie restaurant. L'utilisateur a à disposition pour la gestion du système un panneau de contrôle mural 7 pouces et il peut être complété par une application qui fonctionne en réseau. Sur tablette ou sur smartphone. Exactement. Qui fonctionne en réseau avec le processeur, là en l'occurrence un AHM16 de chez Allen & Neef. Le choix a été porté sur un AHM16 Allen & Neef pour une raison très simple, c'est que l'utilisateur voulait se réserver la possibilité de procéder rapidement en façade de la machine à des modifications. D'accord. À pouvoir jouer sur le niveau de diffusion dans le restaurant sans avoir à chercher où se trouve le panneau ou s'il n'est pas à proximité ou si lui est à proximité du AHM. Il voulait plusieurs points d'action possible pour exactement, agir sur la machine. Tout à fait. Et puis aussi en termes de nombre d'entrées-sorties, on n'avait pas besoin d'énormément. Donc ça remplissait complètement le cahier des charges. Exemple suivant, Vincent. Ah oui, c'est la salle de réunion qui peut aussi servir de visioconférence. Donc c'est une salle, on va dire, polyvalente. Un peu différente de l'autre, parce que l'autre, il y avait beaucoup de micros. Là, c'est un petit peu différent, mais l'espace est réduit et restreint. On a du mal à le voir sur l'image, mais c'est un plus petit espace à sonoriser. Oui, l'autre, c'était une salle de conseil d'administration. Oui, voilà, là, on est dans une salle de réunion où on fait aussi de la visio. C'est moins haut de gamme, on va dire. En termes de captation dans cette salle, il y a deux microphones plafond, Shure MXA 710, dont on peut voir la représentation ici vue de dessus avec les différents lobes, sachant que la table occupe ce périmètre à peu de choses près. Ces micros sont complétés pour la prise de vue par une caméra PTZ. Pour la diffusion, retour distant d'un ensemble de 4 enceintes plafonniers en réseau Shure MXN5W. L'utilisateur a à disposition un écran 5 pouces pour la gestion à la fois du niveau et aussi tout à l'heure pour la VoIP. L'ensemble du système est géré par un processeur QSC Core NV32H qui permet la prise en charge et la gestion des AEC nécessaires dans le cadre de visioconférence, mais aussi la récupération directe du HDMI issu de l'ordinateur portable du client en vue de la distribution des signaux vidéo en salle, sans avoir à ajouter tout un tas de boîtes ou de conversions diverses et variées pour assurer cette distribution en salle. Là, tout est assuré par le NV32H. Formidable. Qui gère le processing des micros, la distribution vers la visioconférence et également le renvoi vers les écrans. Exactement. Alors, on va faire une petite synthèse des
des critères de choix. On a vu quelques exemples, on aurait pu en faire pendant des heures. Un premier critère de choix, alors je ne les ai pas classés par ordre ou de préférence ou quoi que ce soit, c'est une liste que j'ai dressée. Si on souhaite avoir une fréquence d'échantillonnage à 96 kg, là on va trouver chez Allen & Neath, pas chez QSC, et chez les compétiteurs du marché, je n'ai trouvé qu'un seul fabricant qui mette à disposition une machine avec une fréquence d'échantillonnage à 96 kg. On ne dira pas qui c'est. Non. Dans le cadre de visioconférence, s'il est nécessaire d'avoir un déport via USB de l'audio et la vidéo en BD, c'est une fonctionnalité qu'on va trouver de manière native chez QSC. Ce n'est pas prévu chez Allen & Neath et ce n'est pas prévu non plus chez les compétiteurs. Il va falloir gérer la vidéo séparément de l'audio, de toute façon. En revanche, si seul un déport USB audio est nécessaire, oui, on le trouve toujours de manière native chez QSC. Chez Allen & Neath, il suffit d'ajouter sur le réseau un QSC DBU ou une ANI USB de chez Shure, ou un petit adaptateur Dante Avio USB. C'est très simple. J'ai mis peu parce que j'en ai trouvé 2 ou 3 qui permettent le déport directement en USB chez les compétiteurs. Néanmoins, à partir du moment où des interfaçages réseau sont possibles avec des processeurs pourvus d'AEC chez les compétiteurs, on pourra toujours ajouter chez eux ou à leur machine un QSC DBU ou une ANI USB de chez Shure ou un Dante Avio, qu'on trouve là en l'occurrence chez Aliab. Des déports d'entrée et de sortie analogiques, ça on en trouve partout, à différents formats, tout le monde sait le faire. Les commandes en façade chez QSC, non. Chez QSC, non. Ce ne sont pas à proprement parler des boîtes noires, puisqu'il y a toujours un petit écran qui donne le statut de la machine. Mais en revanche, il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de commande. Chez Allen & Neath, sur la HM16 et la HM32, on dispose de ce qu'ils appellent des soft keys. Ce sont des boutons avec des fonctions qu'on assigne. C'est-à-dire que je peux très bien dire que le bouton numéro 1, c'est ma sélection de sources, et le bouton numéro 2, c'est plus fort, mon bouton numéro 3, c'est moins fort. Et puis, on décide, en définitive, à la programmation de ce à quoi vont servir les boutons. Ce qui permet de limiter complètement les possibilités laissées à l'utilisateur. D'éviter qu'il aille faire n'importe quoi, n'importe où. Pour tout dérégler. Et tout dérégler. Et appeler toutes les 5 minutes parce que ça ne marche pas. J'ai trouvé un seul fabricant qui avait une possibilité de pilotage de machine en façade. Mais ça n'a pas été... C'est pas très clair sur le fait que oui ou non les fonctions soient limitatives. Okay. Il est avec l'Alien. Exactement. À l'identique, pour savoir ce qu'on est en train de faire en façade de la machine, on a un écran de navigation, donc oui chez Allen & Neath, et très peu toujours chez les compétiteurs, en l'occurrence le même que tout à l'heure. Les matrices QSC intègrent de manière native un player multipiste qui vont permettre le stockage de playlists qu'on va pouvoir sélectionner et rejouer dans différents endroits à souhait, au besoin. Le nombre de players multipistes peut être augmenté via licence, et ainsi que le stockage via stockage supplémentaire qu'on trouve dans le catalogue QSC. Chez Allen & Neath, il y a Bruno le disait tout à l'heure, une capacité de stockage qui va permettre de stocker des fichiers uniquement stéréo, mais pas de player multipiste à proprement parler. D'accord. Et je n'ai pas trouvé cette fonctionnalité chez les compétiteurs. Alors, c'est pas parce que je l'ai pas trouvé que ça existe nulle part. Hein, c'est pas. Mais en tout cas, c'est en natif chez QSC. En tout cas, c'est natif chez QSC. Avoir des faders physiques déportés, ça c'est une demande récurrente pour pouvoir faire juste plus fort, moins fort, comme ça, de manière physique et non pas via un écran tactile ou une autre
une autre interface. Ça, c'est une fonction native que l'on trouve chez Allen & Nif. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Paging, c'est cette fonction qui consiste à pouvoir faire de l'appel dans différentes zones, de manière individuelle ou multiple ou globale de manière simultanée. C'est natif au sein de l'écosystème QSC, possible chez Allen & Nif avec le QSC ZIP4 via le réseau. Et chez les compétiteurs, j'en ai pas trouvé beaucoup qui le proposent, mais à partir du moment où il y a une connectivité réseau, il suffit de mettre un ZIP4. Voilà. On finit toujours par arriver chez Algam, d'une manière ou d'une autre. Radio Internet, on le trouve de manière native chez QSC, ça c'est très simple. À la programmation, il suffit de répertorier les stations de radio. À partir du moment où le processeur est relié à un réseau Internet, bien sûr, c'est une fonction native qui n'existe pas chez Allen & Nif et qui n'existe pas non plus chez les compétiteurs. Les anti-échos, oui, de manière native chez QSC, optionnel chez Allen & Nif via ajout d'une carte au sein des AHM32 et AHM64, et chez les compétiteurs aussi. L'intérêt de cette option chez Allen & Nif, c'est que du moment que cette fonction n'est pas requise en termes d'usage, elle permet de réaliser une économie substantielle sur l'acquisition du processeur. Compatibilité réseau Dante et AES67. AES67, oui, natif chez QSC pour tous les canaux entrants, tous les canaux sortants. Dante via ou licence ou carte, suivant les machines. Chez Allen & Nif, c'est une carte optionnelle. Et on le trouve aussi de différentes manières chez les compétiteurs. La surveillance de lignes 100 volts dans des réseaux de taille avec un grand nombre de haut-parleurs sur différentes zones est une fonction native chez QSC, à condition bien sûr de disposer du processeur QSC, de l'amplificateur QSC en réseau avec le processeur et les modules de surveillance de ligne de la marque aussi, pour récupérer l'état de fonctionnement de chacune et le comportement de chacune des lignes 100 volts. Cette fonction n'est pas envisageable chez Allen & Nif et je ne l'ai trouvée chez les compétiteurs que dans des systèmes vraiment dédiés public-adresse. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui ne permettront pour la plupart pas de faire de traitement, ne permettront pas de faire de visioconférence ou ce genre de choses. C'est vraiment dédié public-adresse. Allen & Nif offre la possibilité aussi de disposer de cartes optionnelles, Waves et MADI. Ce n'est pas le cas chez QSC ou chez les compétiteurs. QSC propose de manière native de remplacer un automate, de prendre la place d'un automate, c'est-à-dire que le processeur peut servir à la fois de processeur audio, mais de cumuler aussi la fonction d'automate et de piloter des équipements tiers. Si on opte pour une matrice Allen & Nif ou une matrice chez un fabricant autre, et qu'il y a des fonctionnalités d'automation qui sont requises, il faudra prévoir l'ajout d'un automate externe, nécessairement. Alors que là, avec l'écosystème QSC, on peut aussi piloter des équipements qui ne sont pas de la marque. Les GPIO, bien sûr, on les retrouve chez tout le monde. Les caméras en réseau, de manière native, chez QSC, oui. Ça n'existe pas chez Allen et ça n'existe pas non plus chez les compétiteurs. Ce sont forcément des systèmes externes à la matrice audio. Supervision des équipements tiers, oui, depuis peu, via licence, Reflect chez QSC, qui permet de récupérer l'état de fonctionnement de l'ensemble des matériels connectés sur un réseau et d'avoir à distance ou bien une prise en main du système ou bien l'état de fonctionnement de chacun des appareils qui sont répertoriés sur le réseau. Prise en main rapide, oui, chez Allen & Nif, c'est une évidence puisque toute personne qui a déjà utilisé une console numérique s'y retrouvera tout de suite, vu qu'on ne part
vu que le logiciel n'est pas une page blanche à proprement parler, tout est déjà préconfiguré et il y a juste à faire les assignations et les traitements sont existants, déjà en place, et de procéder justement au réglage de ces différents traitements. Chez QSC, l'ensemble des matrices sont plutôt sophistiquées avec des possibilités quasiment infinies, donc ça nécessite une prise en main via formation en ligne et ou en présentiel chez Algam. Les fabricants compétiteurs disent ou diront tous que leur machine est facile à prendre en main. Bon, là on rentre dans le domaine du discutable, à voir. Tout est relatif. Tout est relatif, voilà, exactement. Les processeurs QSC et ALN/NIF intègrent de manière native un analyseur tiers d'octave avec un générateur de bruit rose. Je ne l'ai trouvé chez les compétiteurs que dans des processeurs dédiés à la diffusion et au calage de systèmes de façade type concert ou autre, mais pas dans des processeurs qui vont être plus destinés à des utilisations entre guillemets institutionnelles. D'accord. La VoIP, native chez QSC, pas chez ALN/NIF, et assez peu chez les compétiteurs. QSC permet la redondance totale machine et réseau, ou simplement machine au sein d'un même réseau. Là, tout est envisageable. Ce n'est pas une fonctionnalité qu'on trouve ou chez ALN/NIF ou sur le marché en l'état actuel. Appli utilisateur, oui, ça, tout le monde le fait. Pour fixer un petit peu les esprits, une matrice de base, 12 entrées, 12 sorties. Chez QSC, on est à un tarif public de 4 000 € et chez ALN/NIF de 1 800 €. Sachant que pour faire un 12-12 chez QSC, il faut un Core 110 et un AHM32 chez ALN/NIF est suffisant. Par contre, il faudra quand même envisager, si le processeur ALN/NIF doit être sur un réseau, de lui ajouter la carte Dante. Si on veut faire du traitement AEC, de lui ajouter cette option. Là, je parle de machine sans option. Alors, Vincent, est-ce que... moi, ça va mieux. Est-ce que ça va mieux? Je pense que ça va mieux. J'espère que ceux qui nous écoutent aussi, peut-être ils ont quelques questions. Alors, il y avait une question concernant le tableau, le récapitulatif. Oui. Est-ce que certaines matrices sont-elles EN54? Absolument pas. Absolument pas. La raison pour laquelle... comment dire ça? La raison pour laquelle QSC n'est pas parti dans cette perspective, c'est que la norme EN54 est purement européenne. L'ensemble de l'écosystème QSC remplit toutes les fonctionnalités demandées au sein d'un système EN54, oui. Néanmoins, chaque machine qui répond à cette norme doit être certifiée. La certification coûte relativement cher et QSC, considérant que le marché initial est le marché américain et que les autres marchés sont secondaires, ils n'ont pas pris cette option pour le marché européen en considérant qu'il s'agissait d'une certaine forme de raquette. Désolé. Mais ça fait le boulot. Hein. Donc pas besoin de N54. On peut faire sans. Et c'était Daniel qui posait la question, j'ai vu. Salut Daniel. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Je pense que là, je suis plutôt rassuré. Je suis serein à part ce... Ça va être plus simple maintenant. Un peu, je pense, oui. Bon, de toute façon, s'il y a encore un doute, il y a mes coordonnées sur le site. Je suis joignable, je pense, sans trop de problèmes, par mail, par téléphone, sauf en ce moment, puisque je fais la présentation. Mais sinon, je m'efforce d'être disponible. Merci de votre attention. Merci nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à une prochaine. À très bientôt. Salut.